Alors, bonjour, désolé du retard à débuter. On a eu quelques petits ennuis techniques qui sont maintenant tous réglés. Je, je me présente, Mario Messier, directeur scientifique du groupe Entreprises en santé. Et aujourd'hui, j'aurai la chance de discuter avec Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec, et Roger Bertrand, fondateur et président du CA du groupe Entreprises en santé, qui est donc, vous l'aurez compris peut-être, mon boss. Écoutez, docteur Arruda, Roger, bienvenue parmi nous ce matin. Plaisir. Un plaisir d'être avec vous. Et pour les participants, je vous dirais, première chose, c'est qu'il y a une portion de l'entrevue qui est prévue pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez dès maintenant ou tout au long de l'entrevue les mettre dans la section Q et R dans le bas de votre écran, questions et réponses, et on va tenter de répondre à certaines de vos questions. Docteur Arruda, j'ai deux objectifs pour la rencontre aujourd'hui. Le premier, c'est de permettre à notre auditoire de découvrir vos idées, votre pensée, ce qu'il y a dans votre tête, en fait, en lien avec différents sujets relatifs à la santé, mieux-être en milieu de travail. Et le deuxième objectif que j'ai, c'est de vous donner la chance au moins pour 1 heure de parler d'autre chose que de la COVID-19. Bienvenue. Je suis très heureux. Oui. Dr Arruda a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, il a étudié en infectiologie, épidémiologie, avant d'obtenir en 1988 un certificat en santé communautaire et en médecine préventive. Il a passé quelques années à la Cité de la santé de Laval, puis il a été professeur adjoint en médecine sociale et préventive à l'Université de Montréal et depuis 2012, directeur de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Notre autre intervenant ce matin, c'est Roger Bertrand, qui, lui, de son côté, détient une maîtrise en économétrie de l'Université Laval. Il a exercé diverses fonctions avant d'être élu député de Portneuf en 1993. Il a siégé comme président de l'Assemblée nationale du Québec de 1994 à 1996. Et il a occupé différents postes ministériels, dont celui de ministre délégué à la prévention. Depuis son départ de la politique en 2003, il consacre une bonne partie de son temps et de ses énergies au groupe Entreprises en santé qu'il a cofondé en 2004 et dont il préside le conseil d'administration depuis. Ce que peu de gens savent toutefois, c'est que Roger Bertrand, lorsqu'il a été ministre délégué à la prévention, a été le patron du Dr Arruda. Il le connaît donc depuis pratiquement 20 ans. Alors, Roger, peux-tu nous parler un peu du Dr Arruda? Bien, Dr Arruda, pour moi, c'est une personne qui incarne, d'une part, la compétence vraiment profonde quand on parle de stratégie, je dirais, populationnelle ou favorisant la santé dans tous les secteurs d'activité. Et c'est une personne qui sait très bien traduire cette connaissance-là avec un certain enthousiasme, je dois le souligner, traduire ceci dans des actions concrètes, dans des plans vraiment bien structurés. On l'a vu récemment, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Là. Mais pour moi, c'est ça. Dr Arruda, c'est compétence et c'est enthousiasme. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec lui. Merci, Roger. Il y a eu en mars 2020 une entrevue dans Le Soleil de Québec. Michel Fontaine, qui a été sous-ministre de la Santé de 2014 à 2018 et qui a donc dirigé Dr Arruda pendant plusieurs années, il disait, et là je cite ce qu'il y avait dans l'article du journal, le Dr Arruda, c'est quelqu'un de très humain, modeste, qui exerce un leadership de participation. L'auteur terminait son article en disant qu'en cette période de crise sans précédent qu'on vivait puis qu'on vit encore, on est chanceux d'avoir avec nous un capitaine bienveillant. Vous savez, je souligne ça parce que le rassemblement en 2020 du groupe Entreprises en santé, justement cette année, qui va avoir lieu les 23 et 24 novembre en mode virtuel, bien sûr, a justement pour thème la bienveillance, adaptation, résilience. Ma première question pour vous, Dr Arruda, c'est, on sait que dans le milieu de travail, la performance, les résultats sont souvent à l'avant-plan. Comment la bienveillance peut-elle s'exprimer dans un contexte comme ça? Premièrement, je tiens à vous dire que je suis touché par les commentaires que vous faites sur moi. Moi, je travaille en équipe, hein, puis ce qui est exprimé envers moi, je vais le partager avec les gens avec qui je travaille. Écoutez, notre force actuellement là, dans notre société, c'est sûr qu'on a des ressources naturelles, qu'on a de l'art, mais c'est surtout nos ressources humaines. Alors, pour moi, que ce soit en lieu de travail ou ailleurs, il faut prendre soin de nos ressources humaines. Il faut les garder en santé.
si on veut que ce capital humain-là, qui est un capital nécessaire à l'économie, hein, je veux dire, et c'est bien la performance, je suis tout à fait d'accord, mais je suis convaincu que les gens performent encore mieux si on prend en compte leur personne, à la fois dans leur vie au travail, puis je pense que les risques à la santé ne sont plus seulement le bruit, les agents chimiques, etc. On vit malheureusement, avec l'adaptation des nouvelles technologies, des stress très importants sur le milieu de travail. La société est en complète mutation, la vie familiale est différente. Donc, toute action, à mon avis, qu'on fait pour concilier vie familiale, travail, toute action qui est faite pour permettre aux individus de rester en santé, à la fois santé physique et santé mentale, pour moi, c'est un investissement et non pas une dépense. Merci. Écoutez, Dr. Arruda, la norme entreprise en santé, qui est une réalisation du groupe, elle vient d'être révisée depuis peu. Vous avez d'ailleurs signé une lettre d'introduction pour notre manuel d'accompagnement pour la norme. Et je vous demanderai, ma prochaine question, c'est selon vous, c'est quoi le rôle d'une norme comme la norme entreprise en santé? C'est quoi son rôle? Moi, je pense qu'il faut le voir comme un élément pour nous amener vers le changement, mais un instrument de travail. OK? Puis là, on peut travailler, on peut voir la norme comme étant quelque chose comme un examen ou etc. Mais moi, je le vois plutôt comme quelque chose à atteindre, un standard, parce que comment adresser ces questions-là aussi? Il y a plein d'outils, plein d'instruments. Et je pense que ça permet aux gestionnaires de se comparer à cette norme-là, à vouloir se dépasser. Et puis, ce n'est pas une finalité en soi, à mon avis, c'est le chemin qu'on fait pour se rendre à ça. À la prise de conscience que ça l'entraîne. Chacun des éléments de la norme permet de vérifier est-ce que nous, on a appliqué. Puis je pense qu'il faut avoir une souplesse aussi par rapport à son application selon le type d'organisation. Mais il faut le voir un peu comme, même si on n'aime pas avoir un certain examen, des fois, ça nous permet de nous situer et puis ça nous force à faire mieux quelque part. Fait que je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de motivant, de nous amener vers un changement tout en essayant d'obtenir le maximum. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est d'être en action et non pas nécessairement la norme par elle-même, mais être un instrument important parce qu'il faut que les gens sachent comment je m'y prends, comment j'y fais, comment les outils le font. Moi, je pense que c'est important. Oui, je comprends un peu dans votre question qu'il n'y a pas juste le comment on le fait, mais il y a beaucoup le pourquoi on le fait aussi, pourquoi l'organisation s'en va vers la norme qui est important. Question suivante. En fait, je vais maintenant demander à Roger de nous expliquer, Roger Bertrand, de nous expliquer pourquoi il a fondé le groupe Entreprises en santé. Puis ensuite, Dr. Arruda, je vais vous demander de commenter là-dessus. Fait que Roger, pourquoi le groupe Entreprises en santé? Je vais faire une longue histoire en quelques instants, même pas en 2 minutes. Là. Mais au fond, j'étais directeur des programmes sociaux et de santé au Conseil du Trésor en 1980, donc responsable notamment de la budgétisation du secteur santé. Et on voyait que à tabler uniquement sur le système de soins, ce qui est déjà beaucoup et qu'on doit faire effectivement, on ne réussirait pas effectivement à, je dirais, entre guillemets, passer à travers. Ça m'a amené à la commission Rochon, où j'ai découvert effectivement, j'étais vice-président de la commission à ce moment-là, j'ai découvert effectivement l'importance d'agir en amont des problèmes si on voulait effectivement réduire la pression sur les services de santé et avoir finalement un monde plus heureux aussi. Ça, c'est important également. Alors, donc, promotion de la santé, prévention, c'est ce qui m'a amené dans le réseau même de la santé comme directeur général du CA3S, dans le temps qu'on appelait pour la capitale nationale, essayer d'introduire davantage des bons réflexes de ce côté-là et des bonnes pratiques de ce côté-là dans le réseau lui-même, mais aussi dans la société en général. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité par le biais politique, en étant membre de l'Assemblée nationale, membre du gouvernement aussi, d'essayer d'influencer les décisions dans ce sens-là. Et en 2003, quand on a changé d'équipe au pouvoir, je me suis retrouvé, au fond, en me demandant comment je continue à essayer de continuer ce virage vers davantage de promotion, davantage de prévention dans le système de santé. Et c'est là qu'un de mes amis m'a appelé et m'a dit « Roger, pourquoi tu n'essaies pas, en continuant dans une logique d'entreprise où on retrouve 60% de la population active, on retrouve sur le marché du travail, et donc influencer ces gens-là en milieu de travail pour qu'ils deviennent peut-être, eux et elles-mêmes, des agents de changement dans leur milieu de travail et aussi
dans leur vie, parce que ce sont souvent aussi, moi je les décris comme étant des leaders naturels dans leur milieu. Ce sont des parents, ce sont des grands-parents, ce sont des personnes qui peuvent influencer leur milieu, tout d'abord par l'exemple et ensuite, effectivement, par tout autre moyen de sensibilisation qu'on connaît de plus en plus. Alors, ça a été l'idée de démarrer le groupe Entreprises en santé, d'essayer d'inspirer les employeurs et les employés dans les meilleures pratiques pour générer la santé dans ce milieu-là, espérant aussi de cette façon-là, en plus des bénéfices sur le plan économique, en plus de la réduction sur les services, sur les services de santé, la réduction de la pression, qu'on puisse aussi avoir globalement une société en meilleure santé. Merci, Roger. Docteur Arruda, vos commentaires là-dessus? Premièrement, je tiens à souligner que M. Bertrand a été notre premier ministre, je pourrais dire, de la santé publique ou de la prévention, je dirais, à l'époque. Donc, je reconnais, vous avez parlé de moi, mais il faut replacer M. Bertrand comme un porte-message dans toutes sortes de milieux. Vous savez, des fois, la politique, c'est complexe, hein? Et puis, on peut commencer un mandat et puis pas pouvoir le terminer pour toutes sortes d'autres raisons, là. C'est un monde pour qui j'ai beaucoup de respect, surtout depuis que je suis au ministère, de les voir défendre des dossiers, etc. Les gens ont l'impression que c'est facile, mais c'est vraiment très demandant. Et moi, je pense que effectivement, actuellement, le travail prend tellement de place. On parlait des sociétés des loisirs de l'an 2000, hein, quand j'étais dans les années 60, tout petit, à l'école. Mais je pense qu'on n'a jamais autant travaillé. Autant la technologie devait nous aider à ne pas travailler. Elle a généré énormément de travail. On n'a qu'à voir les courriels qu'on reçoit 24 heures sur 24. Et je vous dirais, quelqu'un peut-être, avec le décalage horaire, nous interpeller continuellement. Donc, je pense qu'il faut s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Et je pense que le milieu de travail, là où on passe plusieurs heures par jour, même des fois, il y a des personnes qui passent plus de temps au milieu de travail qu'avec leur propre famille, pour toutes sortes de raisons. Il faut que ce soit un milieu, à mon avis, qui ait des environnements favorables pour maintenir la santé physique, santé mentale, et par le fait même, la productivité. Merci, Dr. Arruda. Autre question un peu similaire, je vais demander à Roger. Roger, toi qui as été ministre délégué à la prévention, tu avais à cette époque-là, puis tu as toujours une vision que je dirais très claire du rôle que le gouvernement devrait jouer en lien avec la santé en milieu de travail. Peux-tu nous partager ta vision là-dessus? Puis ensuite, je vais demander au Dr. Arruda la sienne. Mais je pense que le gouvernement a différents leviers, effectivement, sur lesquels il peut établir pour faire des gains à ce niveau-là, par la promotion et la prévention. À titre d'exemple, bien sûr qu'on fait du travail absolument extraordinaire et essentiel au niveau de la santé et de la sécurité du travail. Okay? Cependant, on demeure encore très correctement, on doit le faire, du côté de la protection et de la diminution des risques. Et là, on peut aller encore plus loin, justement, en essayant de faire en sorte que d'agir même en amont, bien en amont des problèmes par des stratégies de cet ordre. Donc, quand je dis de cet ordre, ça, des stratégies reliées à la promotion de la santé et à la prévention, bref, tout ce qu'on peut retrouver dans les référentiels aussi importants que celui de la norme entreprise en santé. OK, bon. Ça, c'est dans ce secteur très particulier. Maintenant, la solution aux problèmes de santé, ou en tout cas aux défis santé pour une société, ça va beaucoup plus loin que ce secteur-là. Hein. D'autres secteurs d'activité sont très correctement identifiés par la santé publique comme étant des déterminants de la santé. Et là-dessus, docteur Horacio pourrait nous en parler plus longuement que moi. Là. Mais par exemple, le domaine de l'éducation, le domaine du développement économique, celui du développement social aussi. Ce sont autant de l'environnement, ce sont autant de facteurs qui sont importants. Et c'est là qu'on commence à entrer, j'espère en tout cas, sous le leadership d'un gouvernement, dans des actions multisectorielles. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver complètement. Ce n'est pas uniquement en travaillant uniquement avec une perspective de système de santé ou une perspective de travail. Hein. C'est vraiment par une mobilisation globale. Et encore là-dessus, le Dr. Arruda pourrait en parler de façon beaucoup plus compétente que moi. Dr. Arruda? Ce n'est pas une question de compétence, c'est plus une question de rôle que j'ai à jouer actuellement. Il faut voir
c'est très important, même si on a beaucoup amélioré notre santé au Québec par rapport à ce que ça a déjà été, il demeure encore de très grandes inégalités de santé. Donc ça, il faut s'attaquer à ça. Il faut comprendre aussi que les déterminants de la santé ne sont pas seulement au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, on est un ministère de la maladie, si vous me permettez. Et moi, je travaille beaucoup plus avec les autres ministères qu'avec mon propre comité de direction parce que les déterminants, le transport, l'environnement, les conditions sociales des individus, la richesse personnelle, au-delà de l'environnement, je dirais, physique, il y a aussi tout ça comme contexte et ça fait appel à plusieurs ministères et organismes. D'ailleurs, c'est le sens même de la politique gouvernementale en prévention de la santé qu'on a lancée. Vous savez, les ministères ont tendance à travailler en silo. La démarche qu'on a mise en place permet maintenant au ministère de l'Agriculture, au transport, à l'économie de travailler ensemble un peu plus. Mais le défi est encore devant nous. La COVID-19 nous paralyse actuellement complètement. Mais je pense que quand le transport va dans un sens et que la santé va complètement à l'opposé, nos forces s'annulent. Alors, il faut plutôt définir comment vous pouvez contribuer à la santé comme ministère et dans les faits, tout en ayant leur propre mission, mais qui peuvent être complémentaires. Et au-delà aussi des gouvernements, c'est d'impliquer aussi la société civile, impliquer des leaders d'opinion qui viennent nous aider à travers différentes tables de concertation qu'on peut avoir à plein de milieux. Certes, le milieu de travail doit faire partie de la solution, à mon avis, au-delà de la loi santé et sécurité au travail, mais aussi comme un acteur qui s'assure de ce changement de normes sociales par rapport à la fois à l'activité physique, les saines habitudes de vie et la santé mentale. Et un autre élément où un gouvernement peut jouer un rôle très, très utile, je me souviens en tant que membre du Conseil des ministres dans le temps, lorsque des dossiers suffisamment prêts là, nous arrivaient, il y avait souvent un commentaire ou une opinion émise par la santé publique sur l'opportunité du point de vue de la santé de ce qui était envisagé. Et une autre façon, donc, pour le gouvernement d'agir le plus correctement possible, c'est de tenir compte de ces avis dans toute la mesure du possible. Ce n'est pas le seul considérant, mais c'est toujours un considérant important. Et dans la mesure où on en tiendra compte le plus possible, je pense qu'on continuera d'aller dans la bonne direction. Merci, Roger. Merci, Dr. Arruda. Question suivante, peut-être un petit peu plus difficile. Je sais que c'est autant pour vous que pour toutes les entreprises, puis en fait, tout le monde au Québec actuellement, c'est difficile de planifier à long terme là, avec la COVID. Mais au-delà du COVID-19, Dr. Arruda, c'est quoi pour vous les priorités de la santé publique en lien avec les milieux de travail? Bien, écoutez, moi, très honnêtement, au-delà de ce qu'on fait déjà relativement bien en lien avec la protection des individus, aux agents chimiques, physiques, etc., moi, c'est véritablement d'avoir un environnement où on permet aux travailleurs et à l'entrepreneur de travailler main dans la main, si vous me promettez, main dans la main, pour améliorer la condition des travailleurs dans son ensemble, dans sa globalité. On a souvent tendance à dire que le milieu de travail ne doit s'occuper que des risques qui sont dans le milieu de travail, hein, ce qui concerne leur santé physique. Mais tu sais, beaucoup d'entreprises maintenant offrent un accès, des horaires variables pour conciliation famille-travail. D'ailleurs, on a vu que le télétravail s'est beaucoup installé actuellement suite à la COVID-19. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait voulu mettre en place depuis longtemps. Mais qui était très lent, alors que là, maintenant, cette crise-là nous a amenés vers cet élément-là. Tout ne peut pas se faire en télétravail, mais ça peut être une partie de la solution pour certaines personnes. L'autre élément, moi, à mon avis, c'est donner des conditions où les gens peuvent se maintenir en santé, en ayant accès à des zones pour du sport. Il y a plein d'approches, à mon avis, là, que d'autres experts connaissent mieux que moi, qui permettent de faire d'un milieu de travail un endroit où, à la fois, on fait une production de travail, mais on le fait dans un contexte et un climat qui est bien adapté, avec, bien entendu, l'application de mesures de gestion comme de la reconnaissance, donner aux gens le maximum de responsabilités possibles, utiliser les collègues de travail comme des agents protecteurs aussi dans certaines situations. Moi, je pense qu'on ne peut plus dissocier la vie personnelle de la vie sociale du travail. C'est comme un tout et un enjeu à un endroit
peut avoir des impacts ailleurs là-dessus. Merci, Dr. Arruda. Je vais maintenant passer, en fait, à des questions de l'auditoire. Puis ça, on en a quelques-unes qui nous avaient été envoyées même avant le webinaire, depuis quelques jours. La première que je trouvais très intéressante, qui nous vient de Marie-France Lavoie. Dr. Arruda, votre équipe, depuis 6 mois, avait une pression énorme. Vous avez comme mission de prendre soin du Québec, prendre le Québec sous votre aile, prendre soin de nous tous. Comment vous, Dr. Arruda, comme patron, comment prenez-vous soin de vos employés? Une chose qui, pour moi, est très importante parce que, je dirais, le succès de ce que je peux faire pour influencer les décisions gouvernementales dépend du travail que mes équipes font. Vous savez, là, j'ai beau être en avant dans le point de presse, mais derrière moi, il y a tout un réseau de directeurs de santé publique, tout un réseau d'employés au ministère, des gens à l'Institut. C'est sûr que la charge de travail, elle est incommensurable. Je peux vous dire que dans une des approches qu'on a actuellement, c'est de diminuer la charge de travail. Puis on essaye de le faire. Des fois, je suis obligé de dire aux gens, là, c'est assez, tu prends congé une journée, là, parce qu'eux sont dans la passion puis ils veulent livrer. Il faut être très, très prudent dans analyser les périodes où les gens sont à risque de flancher. En même temps, il faut beaucoup de reconnaissance. Il faut avoir, même en virtuel, moi, j'ai convoqué toute mon équipe avant-hier pour leur dire simplement que je les aimais. Ça a l'air idiot, simple, là, un peu, mais ça vient de mon fond, je vous dis bien honnêtement. Je n'aurais jamais renouvelé mon poste dans des conditions comme celle-ci si je ne sentais pas que je pouvais compter sur les gens. Mais il faut être très prudent. C'est très facile, même nos meilleurs, de les placer en burn-out, d'un épuisement professionnel comme tel. Juste une journée sans téléphone, sans cellulaire, c'est déjà une chose qui est importante pour revenir à un certain équilibre. Je remercie beaucoup les familles aussi qui vivent les conséquences négatives de la COVID-19. Je me suis adressé à eux à travers mes employés. Mais j'essaie autant que faire se peut de leur faire valoir aussi qu'il n'y a rien qui remplace la famille ou leur situation personnelle. On n'est pas aux soins intensifs. Heureusement, il y en a, là, je veux dire, mais pas en santé publique nécessairement. Et de donner du donnant-donnant, tout en sachant que si je prends soin d'eux, je vais avoir une performance encore quintuplée. Parce qu'on ne peut pas maintenir ce rythme-là si on n'a pas un certain repos. Mais c'est très important, à mon avis, la reconnaissance. Essayer d'identifier les périodes de surcharge très intenses, puis d'ajouter des gens dans l'équipe. De doubler les personnes idéalement, même si souvent les gens ont tendance qu'ils vont perdre du temps parce qu'ils vont avoir à s'occuper de quelqu'un pour lui montrer. Il faut les forcer à le faire parce que c'est une question de vie ou de survie. Merci. J'ai une autre question de toujours Marie-France Lavoie en corollaire que je trouve bien importante à rappeler. C'est que, vous savez, on parle souvent de l'importance de prendre soin des employés, mais on oublie que les patrons et les gestionnaires aussi ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Vous, Dr. Arruda, comment vous prenez soin de vous à travers tout ça? Premièrement, je reçois beaucoup de témoignages de mes équipes par rapport au style de leadership que j'ai. Puis je vous dis, moi, je fais rien que mon travail du mieux que je peux. J'essaie de me préserver dans ma journée. Je ne suis pas très sportif, malheureusement, mais j'écoute de la musique, je danse. Je ne ferai plus jamais ça en vidéo à la télé, c'est clair. Mais j'essaie dans ma journée de trouver de la beauté. Surtout quand j'ai de la peine, quand j'ai vu les gens mourir en CHSLD, là, je trouvais ça très, très difficile. Puis ce qui me motive, moi, un peu, c'est d'essayer de changer les choses pour sauver d'autres vies. Et donc, ça nous donne un objectif qui nous aide à tolérer des choses qu'on ne tolérerait pas. C'est sûr que c'est difficile dans un gouvernement, des fois. On fait beaucoup d'énergie pour répondre à des demandes qui sont moins urgentes, qui sont plus associées à ce qui se passe dans les médias ou la pression politique. Là. Ça, c'est un peu frustrant, mais on vit avec ça. Et je pense que là-dedans, c'est de trouver à l'intérieur de chacune de mes journées un moment pour réfléchir, pour prendre du recul et prendre le temps aussi de remercier les autres. Et je peux vous dire, là, quand on prend soin des gens, là, ça nous est rendu au millième de fois plus. OK. Bien, justement, en lien avec ça, vous avez abordé un petit peu, on a parlé de vous, comment vous prenez soin de vous. Comment les membres de votre équipe prennent soin de vous, Dr. Arruda? En faisant des choses que, écoutez,
Je n'ai même pas le temps de le demander, que c'est déjà fait. Donc, ils anticipent. J'essaie vraiment de me protéger de certaines choses. Moi, il faut dire que des fois aussi, je vais le faire. Je vais répondre à leur place parce que je sais qu'ils sont débordés. Donc, c'est beaucoup, beaucoup dans l'accompagnement, dans le service mutuel et dans les choses réciproques qu'on peut se faire les uns les autres. Mais ils sont vraiment exceptionnels. Vous savez, les gens de santé publique, on aura beau dire n'importe quoi, on ne les connaît pas beaucoup, mais c'est des gens de mission, c'est des gens de passion, c'est des gens qui ont été pauvres longtemps en termes de budget comme tel, puis on fait des fois avec peu, beaucoup, 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 un peu comme les organismes communautaires, si vous me permettez. Et je ne veux pas dire qu'il faut rester pauvre pour que ça avance. Au contraire, il faut donner un peu de gaz ou d'essence ou de l'hydroélectricité, ce qui est encore mieux pour l'environnement. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est véritablement à travers la passion, mais aussi en allant chercher de chacun son maximum. On ne peut pas avoir de tout le monde une performance A+, mais il y a des gens qui sont très, très corrects quand ils sont au C. Il faut aussi reconnaître le travail de nos stars, mais aussi de tous ceux qui supportent. Vous savez, là, sans secrétaire, sans adjoint, sans technicien, là, sans même personne qui fait le ménage dans nos bureaux, qui fait qu'on ne s'infecte pas, on n'est rien. Merci, Dr. Arruda. On sent que vous parlez du cœur. Ce n'est pas votre tête qui parle, c'est votre cœur. Ouais. Écoutez, autre question qui vient de Patrick Dufault cette fois-ci. Avez-vous un bon coup que votre équipe, votre département, votre équipe, en matière de santé mieux-être, une initiative dont vous êtes fiers là, dans votre équipe, votre milieu de travail? Ben oui, écoutez, ça va sembler un peu anodin, là, mais je me rappelle quand je suis arrivé au ministère d'avoir la capacité d'avoir des douches pour pouvoir faire de l'exercice physique, puis d'avoir des lieux d'exercice physique où les gens pourraient aller le matin tôt sur l'heure du dîner, puis des cours de Zumba, etc. Là, c'était un véritable défi. À travers la norme entreprise à santé dans laquelle on est devenu élite, bien, ça devenait quasiment inconcevable qu'on n'ait pas ce genre d'éléments-là. Comment je pourrais dire? Ça a l'air mineur, là, mais ça a vraiment changé nos discussions par rapport aux immobilisations puis à la construction. On ne pourrait plus déménager ou aller quelque part où il n'y aurait pas un endroit où les gens pourraient faire de l'exercice physique. Fait que ça, moi, je pense que ça a l'air simple, mais je peux vous dire que c'était des discussions pendant des années et des années, puis il y avait toujours des contraintes administratives qui empêchaient de le faire. Puis là, maintenant, c'est comme reçu comme un acquis. Fait que là, moi, je considère qu'entreprise en santé, l'équipe a fait ça. Il y en a bien d'autres initiatives, notamment par des conférences qu'on donne pour le stress et la santé mentale. Il y a aussi, je dirais, moi, j'ai remarqué dans mes équipes que quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, rapidement autour se crée un réseau social de bienveillance pour ne pas abandonner. Ça peut être quelqu'un qui a des triplets, par exemple, puis tout d'un coup, là, tout le monde est autour pour sait que ça va avoir des conséquences importantes. Donc ça, pour moi, c'est le signe d'une équipe qui est en santé. Dr. Arruda, j'aime ça que vous parliez, vous dites que c'était peut-être juste une petite chose, vous parliez de la douche, mais on sait tous que des fois, dans notre milieu de travail, c'est la petite roche dans le soulier qui contraint, qui finit par nous faire mal. Puis si on ne s'en occupe pas des petites choses, ça vient gros. Fait que ça ne prend pas toujours des interventions monstres pour que ça ait de l'impact. Il suffit juste d'écouter les gens, que les gens sentent qu'on s'occupe d'eux, qu'on se préoccupe de la petite roche dans le soulier, on va l'enlever. Et des fois, ça fait toute la différence. Là. Oui, merci. Oui, puis on a besoin de la petite tape dans le dos de temps en temps. C'est comme, et c'est de dire, waouh, ça c'était bien. Pourquoi ne toujours faire le feedback en négatif quand on peut à l'évaluation? Parce que je pense qu'il faut, quand il y a des choses qui ne vont pas le dire aussi, il ne faut pas se cacher. J'appelle pas ça, moi, moi, je ne suis pas avare de mes compliments. Jamais. Par contre, jamais je vais dire une chose que je ne pense pas. Parce que les gens le savent. Tu sais, le gestionnaire qui est allé suivre un cours là, de ressources humaines la fin de semaine, puis du lundi, quand il revient, il est complètement transformé. Pendant 2 semaines, il vient voir le monde pour leur dire bonjour, mais tu sens qu'il est bien pressé de s'en aller, là, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne de ton fond. Oui, la cohérence, l'intégrité, etc. Très bien.
Écoutez, on a encore quelques minutes. Fait que Véronique, est-ce qu'on a des questions de l'auditoire en direct que tu aimerais nous partager? Véronique Massin, qui est à l'arrière-plan, qui collabore avec nous, qui devrait peut-être se rendre visible, va nous gérer les questions. Je tiens à vous dire que je n'ai pas le numéro de la 649 de cette semaine. Demandez-moi pas ça, je n'ai pas ce numéro-là. Oui, merci Mario. Effectivement, on a beaucoup de questions, de commentaires. Alors, je vais commencer par les commentaires de remerciements, Dr Arruda. Voilà, beaucoup de remerciements d'être là ce matin avec nous et de nous offrir cette opportunité. On comprend que votre emploi du temps doit être bien chargé en ce moment. Donc, voilà, c'est une pause bénéfique, même pour certains, de vous écouter ce matin. Oui, j'en avais une, je l'ai perdue. Voilà. Une question avant de passer à vous, Dr Arruda. Monsieur Bertrand, croyez-vous, je pense que cette question vous concerne tous les deux, croyez-vous que la santé publique a une vision qui permettra aux entreprises de développer de mieux en mieux leurs environnements pour les rendre plus sains? Si tu permets, Horacio, très certainement. Je veux dire, on a un tas d'informations, d'ailleurs, dont une partie importante est consignée dans un référentiel quand même qui, pour moi, est un peu je veux dire, a une valeur très, très élevée, là, répond justement à ce qu'on considère être les meilleures pratiques. Donc, à partir de ce moment-là, on doit s'en inspirer et on doit pouvoir rendre aux employeurs du Québec un tas d'informations qui sont de plus en plus disponibles sur la façon justement de générer la santé dans leur milieu. Alors, ces informations-là existent et on va tout faire pour les rendre les plus accessibles possibles aux employeurs du Québec, partout au Québec. Oui. OK. Dr Arruda, un petit commentaire là-dessus? Oui, je pense que c'est bien, mais j'ai vu une question aussi qui est soulevée par rapport au fait que j'ai parlé qu'il faut diminuer la surcharge des employés, mais qu'il y a un problème de ressources humaines, puis que souvent les gens n'ont pas ce qu'il faut pour être capable d'avoir des remplaçants. Ça, vous avez raison, c'est un problème majeur là, à tous les niveaux en termes de ressources humaines. Là. Avant même la crise du COVID-19, on avait déjà des problèmes. Maintenant, on en a encore plus. Je pense qu'il faut... il n'y a pas une solution facile. Idéalement, ça serait d'avoir du monde ou les cloner. Dans une machine imprimante 3D, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas ça qui est possible. Surtout quand on fait face à des ressources spécialisées. À ce moment-là, je pense qu'il faut peut-être revoir certains processus. Même négocier avec les clients ou les autres services, si c'est possible de réduire un peu pour permettre minimalement un peu de repos aux personnes. Souvent, vous savez, là, souvent c'est juste une demi-journée ou quelques heures pour être capable de reprendre l'énergie parce que sinon, plus on descend, plus on s'engouffre, plus c'est difficile à remonter par après. Mais je sais que c'est difficile. Peut-être aller chercher d'autres types de personnel, mais c'est un enjeu majeur. J'en conviens, puis je n'ai pas la réponse facile non plus. Moi, il y a une question qui vient d'apparaître, visiblement quelqu'un qui vous connaît. Pouvez-vous nous partager la place qu'occupe l'humour dans les relations de travail au quotidien? Écoutez, moi, quand je rentre dans une salle et qu'il y a de la tension, ou que je sens qu'il y a de la compétition, ou les gens ont peur des décisions qui vont être prises, ou semblent qu'ils ne seront pas écoutés, moi, j'aime beaucoup commencer la rencontre avec de l'humour pour que les gens rient, et puis pouf, il y a comme une tension qui baisse. Et c'est une façon de s'apprivoiser les uns les autres. J'utilise beaucoup l'humour pour aller chercher les gens, pour mettre l'atmosphère dans une autre dynamique. Et même d'apporter après ça, de dire le fait, bien, il y a des problèmes. On est tous ici autour de la table pour être capable de les régler. Là. Est-ce qu'on peut les exprimer ici plutôt que de le faire dans le corridor, etc. Et toujours en gardant le respect les uns des autres. Fait que c'est sûr que moi, l'humour, bon, il y a des gens qui, en technique de communication, disent de toujours commencer une présentation avec une blague. Moi, je le fais, mais moi, ça vient spontanément. Là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le fond, pour moi c'est un instrument important pour abaisser la tension et le stress que les gens peuvent avoir. Quand on rit, ça fait appel à des hormones qui nous calment dans le cerveau. Quand on est stressé et qu'on est tous serrés, là, juste de rire, ça peut détendre certains muscles, ce qui fait qu'on va être plus ouvert, à mon avis, aussi à la communication avec les autres. Bon, c'est une façon d'être, mais c'est ça. Peut-être que mes blagues ne sont pas bonnes, etc. Même seulement, je peux vous dire que les gens apprécient. Et même dans des situations très tendues, très sérieuses,
si on est respectueux et on fait les bons choix, ça l'aide. L'humour, c'est aussi une façon d'illustrer un phénomène, sans le faire en mots, là, mais à travers une parodie ou etc. Merci, Dr. Arruda. Je pense qu'effectivement, l'humour, c'est quelque chose de sérieux. Il devrait être pris au sérieux. Excuse, Véronique, moi, je vois une question que j'aimerais qui est posée par quelqu'un qui dit, spectateur anonyme, là, mais avec l'émergence du télétravail, croyez-vous, Dr. Arruda, que le droit à la déconnexion va être encadré par les normes gouvernementales prochainement? C'est une très bonne question. Là. Ce que vous voulez me dire, si je comprends bien, c'est qu'à un moment donné, tu as beau être en télétravail, mais il faut qu'on te déconnecte, puis que c'est la nuit, puis tu n'as pas d'affaire à répondre à un courriel. C'est ça, là, vous voulez dire? Mais moi, je pense que... En fait, c'est les entreprises qui exigent que les employés répondent le vendredi soir, puis le samedi, puis le dimanche, puis qui vont les moi, je pense que ça, c'est le gros piège. OK? C'est le piège du cellulaire, puis etc. Écoutez-moi, actuellement, là, je fonctionne sur 3 appareils. 2 iPads, puis si j'étais au bureau, ce serait 4 appareils. 2 iPads, un téléphone, puis mon cellulaire pour être capable de répondre à tout. Je suis très féminine à l'intérieur du cerveau, là, pour ceux qui disent qu'un homme ne peut pas faire deux tâches en même temps. Moi, je peux vous dire que j'ai sûrement un cerveau de femme. Mais c'est un danger. C'est un danger. Augmentation de l'erreur. Actuellement, on est toujours en action-réaction. Il y a beaucoup de choses qui pourraient attendre. Les gens mettent une pression indue sur les gens. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse parce que sinon, on va déplacer un problème ailleurs. Dans les faits, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut conciliation famille-travail. Mais si à la maison, on est rendu qu'on est au travail 24 heures sur 24, on ne vient pas d'améliorer la situation. Vous avez tout à fait raison. Ça fait partie, à mon avis, des conditions qu'on doit faire parce que l'économie de temps perdu dans le transport pourrait être utilisée au travail, mais on n'aurait pas, le travail ne devrait pas venir empiéter sur nos moments de repos et de loisirs et de repos. Vous savez, on a arrêté le dimanche, là, qui était la journée où il n'y avait rien qui se passait à l'extérieur. Mais quand les gens ont un dimanche, qui peuvent faire un pique-nique à l'extérieur avec leurs enfants, etc., là, parce que notre environnement, moi, quand je suis chez moi le dimanche, puis je peux aller chercher des affaires pour réparer la porte ou telle chose, là, mais si c'était fermé, je n'irais pas. On a beau dire n'importe quoi, mais moi, je me pose des questions des fois. Même l'horaire de nos commerces a une influence sur notre consommation puis notre capacité de travail continuel. Quoique j'aime beaucoup aller chez les castors bricoleurs de ce monde ou les magasins, là, j'adore ça, moi, acheter des outils que je n'ai même pas besoin, mais c'est un autre problème. Écoutez, j'ai une autre question que je vois qui nous est posée par un Michel Vézina. Je ne sais pas si c'est le Michel Vézina qu'on connaît. Il nous dit, est-ce que le ministère de la Santé envisage de proposer au ministère des Finances d'accorder des avantages fiscaux pour les entreprises qui mettent en place des programmes comme la démarche ou la norme entreprise en santé? Ben oui, je tiens à vous dire que notamment, peut-être pas par rapport à la norme, mais je sais que Pierre Lavoie l'a déjà amené là, pour la question des sports et des programmes sportifs en milieu comme tel. Ça fait partie, moi, à mon avis, des conditions qui, pour moi, ne sont pas une dépense, mais un investissement. N'oubliez pas, c'est sûrement le Dr. Vézina que je connais, là, à moins que je me trompe, je ne le vois pas du tout. Je pense que oui, oui. Mais oui, moi, je pense qu'il y a des politiques publiques qui sont des politiques qui sont très aidantes, à la fois dans des réglementations, de la législation, etc., mais c'est des moteurs. Puis ça fait comprendre aussi jusqu'à quel point le gouvernement reconnaît l'importance de ça quand on y investit. Pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. N'oubliez pas ce que j'ai dit en entrée de jeu. Notre plus grand capital au Québec, c'est le capital humain. Et cette question rejoint une autre question qui a été posée un peu plus tard, où la personne demande, j'aimerais savoir si les subventions sont disponibles aux entreprises afin d'aider à déployer certaines améliorations, par exemple, salle de gym, douche, achat d'équipement. Effectivement, il existe actuellement des sources où on peut avoir de l'aide, par exemple, au niveau de la promotion de l'activité physique. On parlait tout à l'heure pour les bicyclettes, par exemple, ou les douches, peu importe, là. Et aussi au niveau de la conciliation travail-famille. Il y a des choses qui existent. Mais il me semble qu'il y aurait lieu de aussi encourager ces entreprises qui, s'inspirant des meilleures pratiques, deviennent soit certifiées entreprises en santé ou reconnues, autrement dit, qui s'engagent dans des démarches qui répondent aux meilleures pratiques, à mon avis.
mais ça reste à vivre. Très bien. Véronique, une ou deux autres questions peut-être avant qu'on passe. J'ai une ou deux questions avec lesquelles je veux terminer avec Dr. Arruda avant ça, mais juste. Oui, il y en a une que, merci Mario, il y en a une que j'aimais bien aussi. Je pense que cette question s'adresse à vous deux, Roger et Dr. Arruda. Selon vous, jusqu'où peut aller le rôle des employeurs pour agir en termes de prévention et promotion de la santé globale des employés? Moi, si vous me permettez, je vais laisser mon ministre de l'époque répondre avant. Il faut savoir son rang, le ministre, le directeur national et son ministre adjoint. Allez-y, monsieur Bertrand. Oui, bien, enfin, on ne sait jamais si c'est le directeur national de la santé publique ou si c'est le ministre qui est en haut. Je pense qu'ils travaillent ensemble, finalement. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. OK. Oui, effectivement. Bon, ça y est, j'ai oublié la question. Il faut la répéter. Quel est le rôle des employeurs dans la promotion, prévention, là, jusqu'où ils peuvent aller? Jusqu'où ils peuvent aller. Ouais. Jusqu'où ils peuvent aller. Écoutez, c'est vraiment majeur le rôle des employeurs parce qu'ils possèdent des leviers importants sur lesquels ils peuvent agir pour améliorer le portrait au niveau de la santé ou pour, dépendant des cas, peut-être le détériorer. Ces leviers-là sont importants. Et parmi ces leviers-là, il y a tout ce qui tourne autour des pratiques de gestion. Au niveau de la reconnaissance. Horacio parlait tout à l'heure de l'importance de parler aux gens non seulement pour leur dire ce qui ne va pas, mais aussi ce qu'ils font correctement ou ce qu'ils ont bien fait. La reconnaissance a un impact important. On sait que ça peut réduire de moitié le niveau de stress d'un employé dans la mesure où correctement, je veux dire, on reconnaît aussi ses bons coups. Alors, c'est un exemple. Alors, il y a beaucoup d'autres. Dans ce seul secteur que sont les pratiques de gestion, il y a beaucoup d'autres façons aussi. Par exemple, dans la gestion des banques de temps ou dans la façon de gérer le télétravail, c'est des choses qui relèvent en premier lieu, finalement, des pratiques de gestion. Alors, on voit avec ça l'importance que peuvent prendre l'importance que peut prendre le rôle, justement, des employeurs au niveau d'une offensive santé en milieu de travail. Et ça part de la haute direction, hein. Ça part de la haute direction aussi, un engagement concret de celle-ci à l'égard des initiatives santé en entreprise, ça a d'autant plus d'impact dans l'organisation. On parle aussi souvent de la participation. Bref, et ça, encore là, faire participer ou ouvrir un espace pour que les employés participent justement à relever ces enjeux-là, identifier les principaux problèmes et les choses à prioriser pour réduire l'intensité de tel ou tel problème, c'est majeur. Écoutez, moi, je pense qu'ils ont toujours eu un rôle important et ils vont l'avoir encore de plus en plus. Parce que, comme je vous le dis, le capital humain, c'est notre force. Et avec le manque de ressources qu'on voit actuellement, là, je ne sais pas si vous comprenez, les gens vont s'arracher les ressources humaines pour travailler dans notre domaine. Et plus l'entreprise va prendre en compte, je dirais, des choses qu'on n'aurait jamais osé demander à notre époque parce que ça ne se faisait pas, alors que maintenant, les jeunes veulent des conditions qui répondent à une façon de vivre qui peut être un peu différente. Et moi, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel parce que je peux vous dire que même les employeurs se rendent compte actuellement avec les taux d'absentéisme associés à des problèmes de santé mentale ou autres, jusqu'à quel point s'ils ne s'impliquent pas, ça va leur coûter plus cher. Fait que c'est un investissement. C'est comme si on prend soin de ce qui est notre richesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas la dilapider. Il faut bien la traiter parce que c'est eux qui vont nous aider. C'est aussi vrai maintenant dans les entreprises manufacturières ou autres. On parle même pas, là, je ne parle même pas de gens qui ne font qu'un travail cérébral ou etc. Là. La capacité de maintenir des gens dans le milieu de travail doit prendre ça en compte. Fait que, si on a un rôle avant, comme le disait M. Bertrand, c'est tout à fait vrai, mais encore aujourd'hui, ça l'est encore beaucoup plus. Merci, Dr. Arruda. Vous savez, avant que je vous pose les deux dernières questions, je voudrais quand même partager avec tout le monde que ce que vous dites, Roger, et vous, Dr. Arruda, c'est tout à fait compatible avec ce qu'on fait au groupe, dans le sens que ce qu'on vise au groupe, c'est que les milieux de travail créent un environnement organisationnel favorable à la santé globale de leurs employés. Santé physique, bien sûr, mais santé psychologique, santé sociale, bon, qu'on règle les conflits, que les gens aient du plaisir ensemble, qu'il y ait de l'humour et qu'ils se sentent supportés. Et la santé spirituelle, dans le sens que
les employés le travail soit aligné avec leurs valeurs, puis il y a du sens pour eux qui ont l'impression de contribuer. Puis quand on a un employé en bonne santé globale comme ça, oui, il va se présenter au travail, oui, il a le goût de contribuer à la mission de l'entreprise, il n'a pas le goût d'aller voir ailleurs et il va assurer, entre guillemets, la santé de l'entreprise. On approche de la fin. Je pense que je ne vous demanderai pas ce que vous en pensez. Je suis convaincu que vous êtes d'accord avec ça. Moi, puis là, vous me coupez si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais la question, j'avais 2 questions pour terminer. La première, c'est qu'on revient à votre rôle de santé publique. De quoi vous êtes particulièrement fier là, de ces 8 années comme directeur de la santé publique au Québec? Très honnêtement, c'est d'avoir, puis c'est pas encore terminé, puis pas encore à mon goût, fait valoir l'importance de l'implication des autres ministères de la politique gouvernementale en prévention de la santé. J'aimerais maintenant aussi que la population, de la même façon qu'elle revendique des soins, qu'elle revendique des traitements pour le cancer, etc., qu'ils demandent de la prévention, parce que nos décideurs vont, comment je pourrais vous dire, vont répondre à ce que la population va faire. Après chacune des crises, on n'a pas beaucoup de temps. On a 6 mois pour être capable d'avoir des investissements. Vous savez, puis dès qu'on a fini une crise, on n'a plus le goût d'en entendre parler, on la place derrière. Mais la santé publique, c'est aussi le comité. Tout le monde peut faire de la santé publique, c'est un travail collaboratif. Nous, on est des acteurs, mais on doit le travailler avec les entreprises, avec les employés, avec la société civile. Puis moi, mon rêve, c'est qu'un jour, un des indicateurs, c'est l'investissement qu'on met en santé publique et non pas la dépense, aille en augmentant, parce que c'est ça qui va générer aussi des actions plus propres comme telles. Puis l'autre élément, c'est de réduire nos égalités de santé, parce qu'on n'est pas tous égaux. Puis il y a vraiment des secteurs au Québec où vraiment, là, c'est presque un tiers-monde comme tel. Puis il ne faut pas oublier qu'une société qui est très en déséquilibre, ça emmène de la violence, ça emmène de la pauvreté, ça emmène de la criminalité. Puis ça, je pense que c'est important qu'on fasse mieux ensemble. Oui, puis Dr. Arruda, vous avez un peu répondu à ma dernière question, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce qui vous reste à réaliser? C'est quoi vos rêves qui vous restent à réaliser en santé publique, Dr. Arruda? Ouf! Vous savez, moi, je porte beaucoup l'épinglette. Je ne sais pas si vous l'avez vu souvent, l'épinglette des 17 objectifs du développement durable, où on parle de pas de pauvreté, égalité hommes-femmes, des soins de santé pour tout le monde, une qualité de l'eau potable. Véritablement, là, c'est qu'on renverse vers où on s'en va comme planète, vers, je vous dirais, des changements climatiques, vers une augmentation des tensions, vers des épidémies, qu'on ait un meilleur partage des argents à travers les peuples du monde pour nous aider à avoir une vie plus équilibrée. Que la technologie nous apporte du bien, mais qu'on soit très, très, je vous dirais, prudent vis-à-vis des effets pervers qu'elle peut avoir. En fin de compte, c'est que chaque être humain puisse trouver le bonheur dans son milieu de vie personnelle, c'est un peu utopique, hein? C'est un peu fleur bleue, là, mais moi, j'ai besoin d'un rêve pour être capable d'avancer. Et de mon côté, j'y ajouterais une chose, c'est qu'on améliore, on protège d'abord, puis on améliore également la démocratie. On voit de plus en plus d'autoritarisme au niveau de plusieurs États. On voit des fausses informations qui circulent partout. On doit revenir, je dirais, aux vraies choses, aux choses vraies, et faire en sorte qu'on puisse protéger nos démocraties. Bien, écoutez, on vous écouterait tous les deux pendant des... Ah, allez-y, Dr. Arruda, peut-être, aviez quelque chose? Non, je voulais simplement lever mon doigt. Là, savez-vous, là, je voulais lever mon doigt à ce que venait de dire, M. Bertrand. Vous savez, une meilleure justice sociale, ça passe effectivement par une démocratie. Ça passe par l'arrêt des oppressions. Ça passe en l'égalité homme-femme. On a ça ici au Québec, plus, quoique pas encore parfaitement selon certains. Mais il ne faut jamais oublier ce qui se passe dans le monde. Hein? Et ce qui se passe dans le monde ailleurs a des répercussions majeures sur nous. L'appauvrissement des populations. Il n'y a jamais eu autant de réfugiés sur la planète. C'est dramatique. C'est dramatique. On envoie des gens sur la Lune, on a des technologies extraordinaires, mais on a encore beaucoup trop de pauvreté. Dr. Arruda, Roger Bertrand, je pense que moi et tous ceux qui sont là. Oui, Véronique? Oui, je voulais juste, avant que tu passes à la conclusion, lire un dernier commentaire que je trouvais qui résumait très bien beaucoup des commentaires qu'on a reçus dans le question-réponse. Merci aux participants. D'ailleurs, c'était vraiment très
vous aviez été très actifs. Alors, le commentaire vient de Sylvain Grégoire qui vous dit « Merci de votre générosité, messieurs. Docteur Arruda, je pense sincèrement que la santé publique serait un leader en santé et mieux-être au travail encore plus influent si le partage que vous faites présentement soit publicisé. » Alors, de notre côté, je fais une petite parenthèse, je vous précise que ce webinaire, en tout cas, sera diffusé largement sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. On va essayer de la partager le plus possible. Sylvain poursuit en disant « J'adore ce que j'entends et de voir qu'une institution comme la santé publique véhicule au quotidien des valeurs que mes associés et moi-même tentons de vivre pleinement avec notre équipe. » Merci encore une fois. Je vous dis, ça résume vraiment beaucoup de commentaires qu'on a reçus ce matin. Bien, merci. 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 Alors, au nom vraiment de tous les participants, merci Roger, merci Dr Arruda d'avoir pris 1 heure avec nous dans la situation qu'on connaît. On vous est extrêmement reconnaissant. Merci beaucoup. Moi, si vous me permettez un dernier mot, vous savez, moi, je crois beaucoup à la bonté humaine. Je crois beaucoup aussi qu'on peut changer les choses par notre propre environnement. Si chacun d'entre vous portez ces messages-là autour de vous, on va finir par obtenir le changement. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Alors, pour terminer, j'inviterai tout le monde, si vous voulez continuer à partager des idées, on a le groupe Facebook, on a le groupe LinkedIn. Vous pouvez devenir membre de la communauté Entreprises en santé. Et on termine en simplement remerciant nos partenaires, nos principaux partenaires qui nous supportent. Merci tout le monde. Bonne journée. Puis comme disent les Français, habituellement, je trouve ça amusant, mais là, c'est vrai, on va dire à tout le monde bon courage. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.